Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec aujourd'hui Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour. Bonjour Valérie. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Benoît Mournet, vous êtes député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. François Monboisse, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour à vous. Une actualité chargée, compliquée, déprimante, décourageante, hallucinante, avec ce qui s'est passé hier tout au long de la journée, ces insultes à l'Assemblée nationale avec le drapeau palestinien brandi, une première dans l'hémicycle, des manifestations qui dégénèrent à Paris, Emmanuel Macron qui se dit prêt à reconnaître un État palestinien, et puis un mot quand même sur ces stages de seconde qui sont visiblement un échec. La plupart il y a un tiers, je crois seulement, des élèves de seconde qui ont trouvé un stage. Donc encore une fois, une annonce qui n'a pas été vraiment suivie des faits. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Benoît Perrin. C'est un coup de cœur pour un livre ? Exactement. Alors un soir de 1966, dans son bureau à Matignon, le président de la République, Georges Pompidou, reçoit un jeune collaborateur nommé Jacques Chirac, qui arrive avec un parapheur plein. Et comme tous les soirs, ce sont des décrets. Et alors Pompidou a alors explosé. Arrêtez d'emmerder les Français. Il y a trop de lois dans ce pays. On en crève. Laissez-les vivre. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors depuis, les présidents de la République et les premiers ministres se sont succédés en promettant, vraiment la main sur le cœur, que nous allions arrêter cette inflation des normes. Avec cette impression qu'on a tous dans nos vies courantes, les normes nous étouffent. Alors, le haut fonctionnaire Christophe Héoche-Duval nous prouve par des chiffres très parlants que ce n'est pas une impression, que c'est en fait une réalité. Oui, nous assistons, selon son dernier ouvrage, donc l'inflation normative édité chez Plomb, à une inflation normative. Quelques exemples frappants, le code du commerce, le code du travail, qui ont doublé de volume en 40 ans. Le nombre de mots sur Légifrance qui a doublé en 20 ans. On est à 46 millions de mots. Et encore, ce comptage ne tient pas compte des autorités de régulation, des collectivités locales, des normes internationales. Bref, on croule sous les normes. Et pourtant, le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, a estimé ce coût des normes à peu près 3 points de PIB, c'est-à-dire à peu près 80 milliards. Donc l'auteur, Christophe Duval, qui est haut fonctionnaire, donc qui est vraiment dans la machine, nous propose des solutions très concrètes pour arrêter cette inflation normative. Bref, pour faire pression sur les décideurs et exiger que cette folie normative cesse, les Français doivent savoir, et ce livre est salutaire, car nous permet d'ouvrir les yeux sur ce fléau français. Bah oui, les normes, les lois qui ne sont pas appliquées, on pourrait le tirer à l'infini. J'ai rencontré ce monsieur il y a quelques Alexandre semaines, Malafaille. et franchement, il est extrêmement intéressant. Ça mérite effectivement attention, parce que il décrit vraiment le processus dans lequel on est enfermé de manière absurde, sauf que ce qu'il dit aussi, c'est que de toute façon ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il pronostique en 2027, parce qu'on fait une fois par an le compte des mots qui effectivement font la loi et la norme. Il dit qu'en façon en 2027 on sera à 50 millions au lieu des 46 millions, et pour la petite histoire, il avait donné un chiffre qui permet de mesurer le problème. Pour lire ces près de 50 millions de mots, il faut près de 6000 heures. Voilà. Faites le compte, 6000 heures. Merci pour la reco. Je vais lire ce bouquin L'inflation normative, Christophe Héoche-Duval. Mais c'est vrai que quand après on rentre dans le détail pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut supprimer, c'est toujours plus compliqué. Vous savez que on a une semaine de l'Assemblée le 17 juin avec des textes de simplification, justement, essayer d'alléger. Donc on partage le constat. Ensuite sur la solution, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le point central qui devrait être enfin et vraiment mis à l'ordre du jour, ça viendra peut-être, puisque ça fait partie des propositions de Bruno Le Maire, c'est de dire que quand il y a un projet de nouvelles normes, d'abord on s'interroge vraiment. Alors en supprimer si on peut, mais avant de mettre en œuvre, on teste, on voit comment ça marche, on voit comment ça coûte. Si vous aviez fait ça, si vous aviez exigé ça à l'Assemblée nationale avec la CSRD, cette nouvelle directive, parce que là on n'a pas pris la CSRD là-dedans. C'est quoi la CSRD ? C'est la Corporate Sustainable Directive, un règlement européen qui s'applique aux entreprises, qui prévoit 1200 points de contrôle dans les boîtes. Ça s'applique à partir de 2024, 2025, 2026. Toutes les entreprises vont y passer. C'est d'une lourdeur phénoménale. Ça oblige à avoir un bilan extra-comptable, un bilan non financier. Et ça suppose que toutes les entreprises devront avoir, en plus du commissaire de l'expert au compte, de l'expert comptable, un commissaire au compte. Voilà. L'Assemblée n'a absolument pas réclamé une évaluation, absolument pas une étude d'impact. Personne n'a demandé ça. Ça va coûter des centaines de millions aux entreprises. Ça va être très lourd à mettre en œuvre. Une fois de plus, on sera
entraver, parce que nous, on fera ceinture et bretelles, on mettra en œuvre, on appliquera, on contrôlera, on sanctionnera, ce que ne feront pas les autres pays européens. Et là-dessus, on est fou, quoi. Il y a une dérive invraisemblable et personne ne prend tout d'un coup la mesure que on parle de l'économie, des entreprises et quand même d'un tout petit peu de performance, quoi. Et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que plus de normes pour les entreprises, c'est au final toujours le consommateur qui paye, puisque l'entreprise répercute le coût de ces normes sur le prix de vente. Voilà. Mais bon, on va y revenir dans un instant. On va continuer de débattre avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous et on commente l'actualité. On va beaucoup parler évidemment du conflit israélo-palestinien, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, on va commenter les coups de cœur et les coups de gueule de nos intervenants du jour. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Benoît Mournet, vous êtes député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Et François Montboisse, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Alors on va continuer notre tour de table. Benoît Mournet, vous vouliez revenir sur un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale hier. Oui, parce que c'était attendu. La loi d'orientation agricole a été adoptée. Justement, c'est un texte qui va permettre de simplifier un certain nombre de normes, qui affirme l'agriculture comme d'intérêt général majeur. Pour moi, un programme de découverte de ces métiers, parce qu'on a ce défi de renouvellement des générations, et puis avec des mesures sur l'installation, transmission. Moi, je défends cette agriculture familiale, paysanne qu'on connaît dans le sud-ouest, qui à certains égards est déjà écologique, avec ses polyculture, élevage, le pastoralisme, c'est ça qu'on veut défendre. Un seul regret hier, c'est que, bon, LFI est contre, ça c'est classique, mais que le Parti Socialiste ait voté contre, j'ai toujours pas compris. Mais enfin, on a là un texte utile, et certes qui règle pas tout. Mais quels sont leurs arguments pour... Je sais pas, parce qu'ils sont un peu à la remorque de LFI. Oui, c'est politique parce que tout n'est pas réglé dans cette loi. Attention, bien sûr qu'il y a des attentes sur le revenu, des choses qui sont dans la PAC. C'est pour ça que d'ailleurs le budget a été maintenu, mais il y a des sujets de simplification qui sont devant nous sur la PAC. Mais là, c'est un texte, je crois, utile et attendu. Un seul exemple, France Service Agriculture, pour accompagner de manière personnalisée nos agriculteurs dans ces phases de transmission. Le diagnostic aussi de mécanisation, parce que ce qu'on appelle les CUMA, et d'ailleurs je souhaite un bon anniversaire à la fédération des CUMA, qui permettent de pas gréver les charges de nos exploitants en mutualisant le matériel. Tout ça est je crois utile et va dans le bon sens, était attendu par nos paysans. Les écologistes n'ont pas voté le texte, je suppose. Non, bien sûr. François, dans cette loi, il y a quand même un objectif de 21% de surface bio en 2030. Oui. Qui est totalement irréaliste. Enfin, j'espère que vous le savez. On est à 11 aujourd'hui, le bio ne se vend pas. Nous, on a beaucoup d'agriculteurs bio. Non, mais il faut regarder ce qui sont. Mais sur la vente, après, sur les gens ne le reconnaissent pas toujours comme tel. Après, est-ce qu'on doit perdre l'objectif d'essayer y compris dans la formation, de transmettre les bonnes pratiques agroécologiques? Je crois que non, parce que le changement climatique est là, et d'ailleurs, nous autres, dans le sud-ouest, on va le subir plus fort que les autres. Mais vous avez raison, aujourd'hui, le consommateur ne suit pas, les ventes ont fortement baissé, et c'est un peu ralent de voir des agriculteurs qui produisent de la haute qualité, y compris en bio, et qui le vendent au prix du conventionnel. Oui, mais là, on a dupliqué l'objectif européen de 21%. On n'a pas le choix. C'est un objectif, c'est pas une contrainte. Oui, mais on va forcer des paysans à se mettre au bio, et ils vendront pas. Non, on force rien. Non, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des paysans qui reviennent au conventionnel. C'est dramatique. Il y a du lait qui a été produit en bio, qui a été vendu. Enfin, faut ouvrir les yeux un peu là-dessus. Il faut partir. Les gens n'achètent pas. Il faut partir du consommateur. Ce qui n'est pas fait du tout. Partir du terrain, ça évitera de fixer des objectifs qui sont difficilement atteignables. Tout le monde le sait. Autant en maraîchage, les gens comprennent pour le bio, autant du blé bio en céréales, les rendements sont la moitié du blé pas bio. Ouais, parce qu'il n'y a pas de produits pour traiter les bestioles. Donc, bon, en tout cas, cette loi a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Allez, François, vous vouliez revenir sur une décision absolument hallucinante du Conseil constitutionnel hier, incompréhensible. Oui, elle fait beaucoup parler, puisque le Conseil constitutionnel donc a décidé que l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire le fait que l'État paye les frais d'avocat, en clair, s'appliquait aux citoyens français et aussi aux étrangers. Ça, c'est la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Mais aussi aux étrangers en situation irrégulière, mais aussi aux étrangers sous OQTF. C'est-à-dire que la justice va dire à quelqu'un on vous ordonne de quitter le territoire français, mais on vous donne gratuitement les moyens juridiques de vous opposer à cette décision. Donc c'est quand même un peu schizophrène. Beaucoup, oui. Et si on veut encourager ce qu'on appelle la déconnexion entre les gens
et les institutions du pays, là, il faut continuer comme ça. Enfin, c'est incompréhensible pour les gens. On est un État de droit quand même, et on a voté l'année dernière une loi, je crois, utile, qui va permettre, j'espère, de désengorger le contentieux des étrangers qui aujourd'hui embolisent nos tribunaux administratifs, tribunaux de commerce, avec pas moins de 14 procédures, qui va être simplifiée, et qui est cohérente d'ailleurs avec le pacte asile-immigration européen qui a été voté après 20 ans de discussion. Mais des voies de recours existent. C'est le fait d'être dans un État de droit, et effectivement, c'est de principe de valeur constitutionnelle que quelqu'un qui ne peut pas accéder à la défense puisse le faire. Je pense que c'est notre honneur. Donc je trouve pas ça du tout absurde. Par contre, de simplifier le contentieux administratif pour éviter que des procédures aillent devant le juge quand elles pourraient se régler avant, ça c'est de bonne politique et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Bon, enfin, vous mettez quelqu'un dehors parce que c'est la loi, il est renvoyé chez lui parce qu'il a enfreint la loi, parce qu'il est sur le territoire de façon illégale, et on va lui payer un avocat pour se défendre. Il y a des voies de recours. Dans notre pays, on est un État de droit, heureusement. Oui, on est un État de recours, voie d'appel. Mais ça, de toute façon, malheureusement, c'est parfaitement connu et maîtrisé par tous ceux qui, effectivement, jouent avec le système et profitent des faiblesses de l'État de droit. Ça sera sanctionné le 9 juin, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné... si on veut sortir de l'État de droit... Non, mais c'est pas une question de sortir de l'État de droit. C'est-à-dire que l'impuissance avec laquelle on se trouve, finalement, devant laquelle on se trouve placé, et les constats d'impuissance, et puis des décisions qui sont considérées comme absurdes, mais elles le sont. Parce qu'évidemment, elles encouragent, effectivement, tous ceux qui continuent à profiter du système. Alors, même si c'est effectivement fondé sur le droit, je suis parfaitement d'accord. Mais à force d'avoir un État de droit qui donne des droits à n'importe qui, y compris le droit d'abuser du système, vous aurez des votes très contestataires avec des gens qui prendront des positions, qui rectifieront le tir de manière peut-être pour le coup moins satisfaisante, mais qui essaieront de défendre les Français, en tout cas ceux qui ont vraiment droit d'abord. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'aide juridictionnelle, justement, elle est payée par le contribuable, parce que c'est les Français, avec l'argent public, tant est que l'argent public existe, parce que l'argent public, ce n'est que l'argent privé qui est confié à nos élus et aux fonctionnaires. Deuxième point, qui m'inquiète un peu, c'est surtout le rôle que prend le Conseil constitutionnel. De plus en plus, on a l'impression que ça devient presque un organe politique. Là, il estime qu'il y a une rupture devant le principe d'égalité. On sait que le Conseil constitutionnel a été inventé en gros pour faire une répartition assez stricte entre les pouvoirs. Et là, on a l'impression, surtout depuis cette fameuse décision de 1971, que il s'arroge des pouvoirs politiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux législateurs. Donc on parle de l'état de droit. Peut-être, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être extrêmement difficile. Je crois que c'est quasiment la voie référendaire qui pourrait permettre au Conseil constitutionnel de revenir sur sa décision. Mais là, très concrètement, c'est une décision qui s'impose à la représentation nationale. Je trouve pas ça tout à fait normal. Non, et c'est une norme apparemment. Hein. C'est la référence à une norme c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Mais alors la garantie de quel droit? C'est la garantie de la Constitution. Il y a deux règles de base. C'est la majorité gouverne, mais les droits fondamentaux sont respectés. Et la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a validé notre projet de loi, le projet de loi du gouvernement. La rupture de l'égalité, donc sur l'immigration. Non, mais juste un exemple. Vous dites que le Conseil constitutionnel fait de la politique. Le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi du gouvernement, qui est un texte équilibré sur la simplification des voies du recours des droits des étrangers, sur le fait de reconduire à la frontière des étrangers délinquants et sur l'intégration de travail. Tout ce qui avait été ajouté par le Sénat qui n'avait rien à voir avec le sujet a été censuré et le cœur du texte a été validé. Et moi je suis fier qu'on ait maintenant cet arsenal législatif, mais ensuite les procédures s'appliquent. C'est pas le gouvernement. Le Conseil constitutionnel est garant de la séparation des pouvoirs. Si demain on avait une majorité qui serait... Alors François, le sujet c'est pas ça. C'est que le Conseil constitutionnel maintenant dit systématiquement qu'il n'y a pas de différence de traitement entre un citoyen français et un étranger. Et ça, c'est son interprétation. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution s'occupe des citoyens français. Et déjà, on avait ouvert la porte avec l'Europe en disant qu'il n'y a pas de différence entre les citoyens français et de l'Union européenne. Maintenant, c'est une étape d'après. Il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire que quelqu'un qui met le pied en France, il est traité comme un Français. Au nom du principe d'égalité. On peut se poser deux questions. La première question, c'est est-ce qu'on en a encore les moyens ? Parce qu'il y a tellement de priorités, il y a tellement de déficits. L'État de droit, on en a les moyens, oui. Non, alors attendez, là, c'est très facile, parce qu'à un moment donné, vous prenez l'argent dans quelle poche ? Parce que c'est juste... Non, mais pardonnez-moi, je termine. Et deuxièmement, est-ce qu'on en a les moyens ? La réponse aujourd'hui, elle n'est pas évidente, la réponse, quand vous voyez le taux de fiscalité, le taux d'endettement, etc. Après, on peut effectivement continuer à creuser, il n'y a pas de problème. Depuis 10 ans, depuis 7 ans, on sait ce que fait le parti auquel vous appartenez.
Et la deuxième question que je pose, c'est est-ce que tout le monde en Europe fait ça? Est-ce que tout le monde fait ça dans le monde? Je suis d'accord qu'il faut qu'on soit exemplaire, mais à un moment donné, l'exemplarité a un prix, et ce prix, je pense qu'il devient insupportable, y compris pour beaucoup de gens. Il y a une juriste qui dit le Conseil constitutionnel reste fidèle à la jurisprudence développée sous la présidence de Robert Badinter, considérant des étrangers à n'invoquer que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, en ignorant délibérément l'article 1er de la Constitution de 58 qui consacre explicitement que l'égalité devant la loi de tous les citoyens, ce qui exclut donc exclut donc les étrangers. Donc après, on peut tout faire dire aux lois. L'interprétation, elle est quand même biaisée, en tout cas dans Mais c'est intéressant parce que c'est comme aux États-Unis où le rôle de la Cour suprême est éminemment politique, puisque c'est la Cour suprême, en gros, qui doit décider si Trump a le droit de se présenter ou pas. C'est-à-dire que les organismes type Cour suprême ou Conseil constitutionnel ont de plus en plus à prendre des décisions qui sont très politiques, même s'ils sont sur des bases juridiques. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays comme la Hongrie aujourd'hui où vous avez des juges à la botte du pouvoir. Heureusement qu'il y a une séparation des pouvoirs, qu'il y a une indépendance de la justice. Je préférerais toujours une décision de justice révoltante, mais qui a été prise en toute indépendance, plutôt que d'avoir des juges, du juge constitutionnel au juge de proximité, qui seraient à la botte du pouvoir. Moi, je peux pas laisser entendre qu'un étranger aurait strictement les mêmes droits qu'un citoyen français. C'est pas vrai. On le voit. On l'a vu pendant les débats sur l'immigration, ne serait-ce que sur le RSA. Vous n'avez pas accès au RSA quand vous êtes étranger. Par contre, on a simplifié les voies de recours parce que les tribunaux administratifs sont embolisés. Eh bien, cette loi va permettre de simplifier, mais de permettre la garantie des droits et la séparation des pouvoirs, c'est ce qui fonde notre société. On était obligé de marquer une pause, mais vous répondrez à Alexandre Malafaye. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et oui, souvent les coups de cœur et les coups de gueule nous amènent sur d'autres sujets aussi qui ne sont pas traités partout. Vous voulez dire un mot ou pas sur... Non, c'était très bref, il faut dire que quand on est frappé de QTF, c'est qu'a priori, d'abord, on n'est pas français, d'une part. Deuxièmement, on est venu sur le territoire national français avec une intention qui était sans doute pas très très sympathique. On a commis des crimes ou des délits et on est frappé d'expulsion. À un moment donné, c'est bien gentil quand même, mais je crois qu'il faut assumer ces actes. Et je suis pas certain que nous ayons, l'obligation d'assumer financièrement la défense de ces gens qui sont venus avec des intentions qui sont pas des intentions sympathiques. Voilà. On va pas épiloguer, comme on dit. Juste un auditeur m'envoie, ce sera le coup de cœur le coup de gueule de l'auditeur. Des magistrats mexicains appellent la France à prendre des mesures d'urgence en matière de trafic de drogue, c'est-à-dire qu'ils sont en train, c'est une délégation de magistrats mexicains qui a appelé la France à ne pas imiter la trajectoire du Mexique, voie sur laquelle est en train de s'entraîner la France. La police judiciaire, il y a quelque temps, disait avoir observé des similitudes dans l'exécution de criminels, les tueurs à gages, comme les tueurs à gages des cartels. Donc voilà, c'est une information qui me semblait pas totalement inintéressante. Rapidement, votre coup de gueule qui va intéresser votre voisin de contribuable associé. Oui, un coup de gueule pour un peu dénoncer la gestion de la Tour Eiffel. La société d'exploitation de la Tour Eiffel a annoncé un déficit pour l'année dernière de 250 millions d'euros. Alors il y a plein d'explications. Alors ça appartient à 99% par la ville de Paris. Voilà. Et bon, alors certes, on va nous expliquer qu'il y a des coûts d'entretien qui sont plus importants que prévu, la corrosion, que le Covid a coûté cher. Mais 250 millions d'euros, c'est extrêmement important comme déficit. C'est pas la première année que la société a ce type de résultats. Et tout ça est un peu le révélateur d'une ville de Paris qui n'est quand même pas très bien gérée, il faut le dire. Enfin, je suppose qu'on pourrait le commenter longuement. Moi, je suis assez frappé. Alors, la réponse à ça va être d'augmenter le tarif. Alors, monsieur le maire nous dit que l'inflation est maîtrisée, mais là, les billets de la Tour Eiffel vont passer à partir du 17 juin de 29 à 35 euros. C'est 20%, mais tout est comme ça. De toute façon, tout prend 20%, mais l'inflation est maîtrisée. Donc ça, c'est absolument génial. Et c'est le reflet de la ville de Paris, qui est passé de 4 milliards d'endettement à près de 9 milliards en 2025, tout ça en 10 ans. La fiscalité locale qui a pris 60% l'année dernière. On ne sait pas trop cette année quelle est la sauce, mais enfin, je pense qu'elle sera aussi assez salée. Le tarif de stationnement x3 pour les SUV à partir du 1er septembre. Enfin, on est dans une espèce de fuite en avant. Moi, je souhaite bon courage à ceux qui vont arriver après Madame Hidalgo si elle est battue en 2026, parce que des finances dans cet état, je ne sais pas comment on va faire, nous, Parisiens, pour supporter, mais à mon avis, on va payer un maximum et vivre de moins en moins bien. C'est ça le problème. Bien sûr. On va peut-être commencer à aborder nos sujets, et je vous conseille la lecture dans Vogue. J'ai vu apparaître ça sur les réseaux sociaux de Madame Hidalgo, qui est dans Vogue, assise avec un manteau visiblement en cachemire sur les épaules, façon
moment où vous disiez villa italienne. Le métier de maire est très difficile. Elle est un peu alanguie dans un bureau assez luxueux. Donc je pense que vous apprécierez tous cette interview. Donc la journée d'hier était quand même assez particulière. Un sentiment quand même qu'on est arrivé à un point de non-retour. Ça a commencé avec l'interview de Marion Maréchal face à Sonia De Villers qui lui demande si elle a la même vision de la famille que le maréchal Pétain. Ensuite, le drapeau dans l'Assemblée nationale et la sanction, drapeau palestinien brandi et la sanction contre Sébastien Delogu. Après, Sébastien Delogu et la France Insoumise sont allés faire la fête. Je ne sais pas si vous avez vu sur un podium. Et Sébastien Delogu, ce député, a remercié l'Assemblée nationale de lui avoir octroyé 15 jours de vacances. Cynisme absolu. Meyer Habib et David Guiraud qui se traitent de porc, de pourriture, qui persistent et signent, puisque vous l'avez peut-être entendu dans le zapping. Je vous résume un peu. David Guiraud qui a dit oui, mes mots ont peut-être dépassé ma pensée et je voulais m'excuser auprès des porcs qui n'ont jamais été accusés de génocide, puis des manifs et des débordements, puis Cyril Hanouna qui compare Marion Maréchal au Real de Madrid, puis Jean-Michel Apathy qui lui attaque Meyer Habib hier soir. Le timing était peut-être pas très bien choisi. Bref, on est un peu consterné quand même de ce climat épouvantable, de cette radicalisation des uns et des autres. Oui, moi, j'étais dans l'hémicycle hier et je vais vous faire une confidence. J'ai pensé à ma grand-mère Françoise qui ne manquait jamais une QAG chaque semaine. Je pense qu'elle se retourne dans sa tombe. Et les gens nous le disent sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans l'Assemblée nationale? Là, on a non seulement affaire à des gens qui enfreignent sciemment le règlement de l'Assemblée, à brandir un drapeau, ce qui est strictement interdit, ils le savent pertinemment, de manière préméditée, mais en plus qui en sont fiers. Donc moi, je soutiens totalement la décision qui a été prise par le bureau d'une sanction exemplaire, immédiate. Là encore, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a quelques députés de la NUPES qui ne se sont pas levés, mais enfin dans la majorité, y compris côté PS, ils ont été... à soutenir, à contester cette décision. En fait, la cause palestinienne, on peut la défendre, bien évidemment. Et d'ailleurs, le président de la République là-dessus a été très clair. La sortie de cette guerre inextricable, au fond, ce sera une solution politique à deux États. Mais on peut pas passer sous silence les otages. On peut pas passer sous silence ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a une situation humanitaire qui est très compliquée, bien évidemment. Les populations civiles à Rafah aujourd'hui sont pas en sécurité. On a appelé évidemment le cessez-le-feu, mais brandir le drapeau palestinien, c'est pas défendre la cause palestinienne dans l'Assemblée nationale. C'est bordéliser le pays. C'est foutre le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Continuer à attiser la haine. Juste un chiffre, les actes antisémites dans ce pays, c'est 1700 en 2023. 1700, c'est plus 400 depuis le 1er janvier de cette année. C'est insupportable. Voilà ce que ça a pour effet. Bien sûr, les actes anti-musulmans ont augmenté aussi, plus 30%, on est à peu près 400 l'année dernière. Mais voilà ce qui se joue. Et donc, on est tous des républicains et on ne doit pas accepter ce type de débordement. Le tweet aussi d'Aymeric Caron, de manière évidente, Gaza a montré que non, nous n'appartenons pas à la même espèce humaine. Scandaleux. Surtout venant d'Aymeric Caron, qui est antispéciste. C'est-à-dire que Caron vous dit qu'il n'y a aucune différence structurelle entre un homme et un animal. Et là, parle de sous-homme. C'est un scandale absolu. On monte, moi je suis entièrement d'accord avec vous, dans une étape oui, je trouve qu'hier, on a franchi quand même un cap Parce que l'insulte de porc, c'est pas une insulte comme d'abruti, etc. Et Dieu merci, ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais ils ont quelques énergumènes à LFI qui devraient faire le ménage chez eux, qui sont ouvertement antisémites. Oui, mais ça fait clientèle électorale. Le problème, c'est que tout ça parle à des gens. Vous savez, c'est pas comme l'époque où on se mobilisait pour la guerre pour le Vietnam ou contre la guerre pour le Vietnam, parce que globalement, malgré tout, les populations étaient là-bas. Là, on a une partie de la population française qui se sent concernée directement, parce qu'ils partagent une même religion, parce qu'ils partagent une même origine géographique, parce qu'il y a une filiation. Et donc tout ça crée effectivement un problème interne qui est majeur, et qui est un problème également qui devient un enjeu d'opportunité formidable pour une partie de la classe politique française qui va chercher des voix dans ces univers-là. Et elles sont pas neutres, ces voix, parce qu'elles commencent à peser. Et comme LFI est un petit peu en berne en ce moment, c'est vrai que la tendance n'est pas très bonne pour eux, là ils ont une opportunité à 10 jours des élections qui est extraordinaire. Mais ce qui est effondrant, c'est que derrière tout ça, il y a un cynisme absolu, d'une part d'exploitation de ce sujet, et deuxièmement, il y a un déni de réalité. Je veux dire, qu'on soutienne effectivement un système à deux États, je veux bien, mais il y a un temps pour chaque chose, d'une part. Et deuxièmement, qu'on ne soit pas clair sur avec qui discuter.
Il faut juste relire ou écouter simplement sur YouTube ce que raconte monsieur Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas. Ce que veulent les gens qui sont effectivement dans la dynamique du Hamas. Ils veulent la destruction. Et si on est... Non, mais ils veulent du Jourdain à la mer. Et ils veulent pas 2 États. Eux, ils veulent un État. Absolument. C'est leur projet. Donc on ne peut pas discuter avec eux. Et aujourd'hui, je rappelle quand même que ce sont eux qui utilisent les populations. Alors c'est pas assez documenté, on n'arrive pas à assez le dire. Mais la plupart du temps, quand il y a des bavures, comme on appelle ça aujourd'hui, voilà, et des drames humanitaires terrifiants, la plupart du temps, le Hamas exploite les populations civiles. Ismaël Haniyeh, d'ailleurs, il fait une déclaration que j'ai notée. Nous avons besoin du sang des femmes, des enfants et des personnes âgées pour réveiller l'esprit révolutionnaire. Entendu, je veux bien ça. Mais bon, si on n'est pas d'accord là-dessus, on peut peut-être le dire et dire ok, alors, militons pour la paix, exigeons le maximum de décisions qui permettent d'encourager ça. N'affaiblissons pas Israël, parce que si on affaiblit Israël par des sanctions dans tous les sens, ce qui est certain, c'est qu'on aura à la fin effectivement un État qui finira par s'effondrer et on laissera gagner cette mouvance islamique. Enfin, on peut pas laisser ça. L'islam radical, ça peut pas être un projet de société sur lequel nous on investit. Petite pause et on continue de commenter cette actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous parlons de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, ce drapeau palestinien et puis ces manifestations qui ont dégénéré dans Paris, qui sont poursuivies tard dans la nuit. Et comme me disait un policier, c'est pas comme si on avait les Jeux Olympiques à préparer. On est quand même dans une ambiance bordélisée, il n'y a pas d'autre mot. Et hier, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, vous vouliez répondre, on a quand même franchi un cap avec un certain nombre de comportements. Je disais qu'une des images que je trouve assez choquante, c'est encore une fois cette manifestation de LFI sur le canal Saint-Martin avec un DJ, Louis Boyard, Sébastien Delogu qui dansent et qui brandissent le drapeau palestinien, Rima Hassan qui menace Emmanuel Macron de venir à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, elle le menace carrément. Vous vouliez réagir? Alors c'est vrai que d'abord, qui fait ça? Il faut rappeler que monsieur Delogu, c'est l'ancien chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Donc on va dire que c'est un proche quand même du leader du parti LFI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'on peut être surpris et on se dit quand même que, enfin, pas surpris, justement, pardon, c'est presque une logique d'être dans toujours le coup d'éclat, d'être vraiment dans l'agite-propre de l'extrême gauche, qui est vraiment presque historique, avec ce drapeau, effectivement, étendu à l'Assemblée. Troisième point, c'est une stratégie politique. Évidemment, ils savent bien que de toute façon, sur l'Europe, ils n'ont pas grand-chose à dire, que sur la politique française, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'internationaliser ces élections européennes, alors qu'on entend, je ne sais pas si quelqu'un est capable autour de la table de donner une seule proposition de LFI dans le cadre des élections européennes. Ils essaient effectivement de donner une autre dimension à ces élections en tentant de réveiller 2 parties de la population. Les fils de bourgeois qu'on voit quand même, d'une partie de la bourgeoisie qu'on voit quand même dans les rues à Paris, parce que c'est pas les banlieues qui vont casser et qui vont défiler aujourd'hui. Je pense que les banlieues ils s'en foutent un peu. Ouais. Donc c'est les fils de bourgeois, d'une certaine bourgeoisie, parce que très concrètement c'est quoi? C'est Sciences Po. Pour prendre simplement ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, c'est Sciences Po, c'est la Sorbonne, c'est une école de journalisme à Paris, c'est Lille. Bref, autrement dit, heureusement, quand même. Une petite partie, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, je crois, c'est que c'est une minorité qui est active dans des établissements d'enseignement supérieur prestigieux. Deuxième point, donc ils cherchent à capter cet électorat, et deuxièmement, ils essaient de mobiliser une partie de la population, on va dire communautarisée, et je suis pas persuadé qu'ils y arrivent, et en tout cas ils font vraiment tout, parce qu'on sait que les populations notamment en banlieue votent quand même relativement peu, et ils font tout, mais vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour réveiller cet électorat, parce qu'ils ont compris que sans cet électorat, ils ne gagneraient jamais les élections, donc ils font tout ce qui est possible pour le mobiliser. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Benoît Monnet. Mais ne soyons pas dupes du Rassemblement national, qui lui se cache, qui n'a rien perdu de ses fondamentaux antisémites, mais lui, pour le coup, qui est dans une stratégie anti-musulman, ce qui est pareil. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une république. Quand on commet un acte antisémite, on s'attaque à la République. Quand on commet un acte anti-musulman, on s'attaque à la République. Ce qui s'est passé hier est insupportable, inadmissible. Vous avez raison de dire que c'est une stratégie politique délibérée, communautariste, mais on ne doit pas le laisser faire, et les Français ne doivent pas être dupes de ce qui se joue là. Je ne crois pas qu'il faille dire quand même, pardon, vous y allez un peu fort, que le RN n'a rien perdu de ses fondamentaux antisémites. Je pense quand même que là vous y allez. Les fréquentations sont là. Monsieur Chatillon, ça vous parle?
mais fondamentaux antisémites, vous mettez tout le monde sur le même plan. Non. Je pense qu'en faisant ça, vous prenez quand même un risque, une fois de plus. Je veux dire, cette diabolisation qui a été pratiquée depuis 40 ans, elle n'a pas marché. Voilà, donc je pense qu'il faut là-dessus, il faut essayer de parler un peu plus à la raison des gens que de parler effectivement à leur trip, parce que c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a des actes antisémites, et de l'autre côté, on a des actes anti-musulmans. Dans tous les cas, ce sont des discours de haine qui ne visent qu'à mettre les Français les uns contre les autres. C'est tout ce que je dis. Enfin, j'ai pas vu les leaders du Rassemblement national faire la fête sur un podium quand il y a des agressions anti-musulmanes. Ce qui est exactement le cas du côté de LFI. Donc le parallèle me paraît un peu grossier. Il y a une chose qui était troublante dans la manif d'hier, aussi le HuffPost l'a montré, c'est qu'il y a des gens qui arrachaient les photos des otages. Et une dame qui disait aux journalistes du Huffington Post, mais ça, c'est des faux otages. C'est pas vrai. On nous raconte des blagues, c'est pas vrai. Donc on rentre dans un espèce de... La vérité devient une opinion comme les autres. Voilà, négationnisme. Là où je reprends ce que vous dites, c'est que vous parlez des élections. Je pense que LFI, on n'est plus aux élections. Ce qui les intéresse, c'est de fiche le bazar. Je ne pense pas qu'ils soient dans une logique électorale. Là, ils exploitent tous les mouvements. Il y avait un tweet d'un dirigeant LFI, j'ai oublié lequel, qui parlait dans le même tweet des gilets jaunes, virgule, de la réforme des retraites, virgule, et du mouvement maintenant. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui suscitent des manifestations. Là, ils en sont à une manifestation tous les jours. Tous les jours, on fait des manifestations. On appelle effectivement à aller à l'Élysée. Hier, ils appelaient à aller à l'ambassade d'Israël. C'est pas pour être discuté pacifiquement, donc c'est chercher de la violence tout le temps, et donc c'est pas républicain. Florence Bergeau-Blaclair rappelait cette image et ces propos de David Guiraud qui étaient... Alors, c'est pas les propos de David Guiraud, mais Mehdi Meklat qui avait dit « Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs, Ben Laden me manque, les Blancs, vous devez mourir ». Ça, c'était 28 octobre, c'était une photo qui date de 2017. Certes, on peut évoluer, mais ça montre quand même des accointances. Si on se projette un peu, ce qui est quand même très étonnant ou très inquiétant, ce que disait Jérôme Fourquet sur l'archipélisation de la société française, que d'autres avant lui prophétisaient déjà en parlant de balkanisation de la société, tout ça, c'est très vrai. Mais tel que la tendance démographique est partie, dans quelques années, les équilibres vont encore se évoluer, c'est-à-dire avec une population qui sera en termes d'origine caucasienne encore moins nombreuse, et à terme avec des populations, si on laisse faire cette radicalité religieuse qui s'installe, qui s'enquiste un peu partout et qui se développe malheureusement et qui est entretenue par des responsables politiques complètement extrémistes, avec cette dynamique de contre-société qui est portée, promue et contre laquelle on lutte pas, parce que il faut évidemment être totalement dans le respect absolu de tout le monde et de surtout pas le moindre cri. Non mais après, qu'est-ce qui se passe à terme? Attendez, laisse-moi finir. À terme, ça ressemblera à ce qui se passe au Liban. Et il y a un risque, si on n'y prend pas garde, dans 20 ans, on va se réveiller avec une sérieuse gueule de bois. Non, là où on n'agit pas en faveur de ça. Dans l'histoire, quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ça a toujours été le même mécanisme. C'est une bordélisation de l'extrême gauche et un endormissement du camp modéré, on va dire des sociodémocrates orléanistes. Or, nous ne sommes pas endormis. Au contraire, je pense que sur la laïcité, on se bat pied à pied. D'ailleurs, le Premier ministre sur la Baïa et le Kabis a été extrêmement offensif. On ne laisse rien passer d'actes antisémites, d'actes anti-musulmans. Et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure ce parallèle. C'est que l'agenda caché d'une partie extrême de la classe politique, c'est de bordéliser et de faire monter le sentiment communautaire, notamment dans les banlieues. Et de l'autre côté, c'est d'expliquer que les étrangers et les musulmans ne sont pas bienvenus. Non, la République française accueille et intègre. Et nous sommes aujourd'hui face à des actes qui ont explosé et moi qui m'inquiète énormément, 400 actes antisémites, c'est 4 par jour depuis le début de l'année. Nous devons rien lâcher là-dessus et garder l'esprit du 12 novembre, vous vous rappelez de cette marche qui avait réuni beaucoup de monde. Bien sûr. Sauf le président. Sauf LFI. Non, LFI, c'est là où il faut rendre... Je les mets pas tous dans le même sac. Parce que chez moi, vous voyez, mon concurrent aux législatives était LFI, il était là. Il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas totalement perdu leur boussole républicaine, mais il y a une minorité activiste complètement dingue qu'il faut stopper net. Ça, c'est sûr. Comment ça va évoluer? Encore une fois, on a le sentiment qu'il y a une, c'est peu de le dire, une forme de radicalisation des opinions des uns et des autres. On le voyait encore une fois à la télévision hier soir, on le voit dans les débats, on le voit dans la rue. Comment ça va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir des manifs tous les soirs? Jusqu'où ça va aller? On peut aussi se poser cette question-là.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En tout cas, jusqu'au 9 juin, à mon avis, la pression ne va pas cesser parce que c'est le bon moment pour en parler. Et puis ça fait l'actu, ça fait le buzz. Moi, j'entendais Manon Aubry, il y a 2 jours, je ne sais plus sur quelle chaîne, dans un débat je crois que c'était sur BFM, sur les européennes. Et elle a été clairement interpellée en disant mais bon, vous parlez beaucoup de la cause palestinienne, etc. Elle dit oui, j'en parle et puis pas du reste. Et en fait, elle assume parfaitement le fait que c'est leur sujet, ça leur va bien, vous le disiez parfaitement. Voilà, c'est une manière de faire de l'agite-prop, c'est une manière de reconquérir un électorat, c'est une manière de détourner l'attention sur le vide sidéral de ce qu'ils ont raconté. Mais c'est surtout, en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que je crois qu'il y a une vision à courte vue. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'entends ce que vous dites et bien sûr qu'on est sensible à toutes les intentions gouvernementales. On ne lâche rien. Bien sûr, ça c'est les mots. Dans la vraie vie, quand vous commencez à creuser un peu, quand vous parlez avec des proviseurs, quand vous rentrez dans les départements, quand vous rentrez, vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué que de rien lâcher, malheureusement. Mais il faut faire le job comme vous le faites et très bien. Mais je pense qu'il y a à mon avis, un risque encore d'angélisme, de naïveté par rapport aux dérives qui sont en train de se construire. Et je suis pas certain que la mesure de la gravité de la situation soit parfaitement assumée au meilleur niveau en France et peut-être même en Europe. Sur le pacte asile-immigration, d'un mot, 20 ans de discussion, on aboutit. Qui a voté ce pacte asile-immigration ? Il n'y a que le groupe Renew qui l'a fait. Ni le Rassemblement national qui donne des leçons l'a fait, ni l'extrême gauche bien évidemment, ni Glucksmann, ni Bellamy. Donc la vérité, c'est quand on se donne les moyens de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, contre ces passeurs qui sont des esclavagistes modernes, qui est au rendez-vous. Donc on n'est pas seulement dans on lâche rien dans l'incantation, on agit. Je l'ai dit tout à l'heure sur le texte au plan national et sur l'ordre public, l'ordre républicain, nous agissons, nous sommes à la tâche. Ça, c'est juste un chiffre sur les OQTF dont on parlait tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que l'OQTF, c'est à peu près entre 7 et 8% de reconduite à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a 100 décisions qui sont décidées, il y en a moins de 10 qui sont appliquées. Vous savez pourquoi ? Contrairement à l'Allemagne, on n'a pas le même périmètre sur ces OQTF. En fait, l'OQTF est mal nommé. Moi, d'ailleurs, j'avais porté un amendement pour qu'on fasse comme les Allemands, qu'on appelle ça un arrêté de menace d'expulsion. Parce que c'est un document administratif qui vous dit que vous êtes en situation irrégulière. Moi, j'étais sous-préfet, je peux vous dire que on ne peut appliquer effectivement une OQTF que si il y a le laissez-passer consulaire. Bien sûr. Or, c'est ça l'intérêt des hotspots sur le pacte asile-immigration, c'est que vous êtes dans des zones tampons internationales où la personne qui n'a pas vocation à rester parce qu'elle n'est pas en demande d'asile, on n'y fait pas droit, peut être raccompagnée automatiquement dans le pays d'origine parce qu'elle n'est pas rentrée physiquement sur le territoire national. C'est ça qu'amène, c'est ça le plus de ce pacte asile-immigration pour lutter contre l'immigration clandestine. On s'interrompt un tout petit instant et on se retrouve après la pub avec vous. À tout de suite. Technique. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, je voulais qu'on parle également d'un autre sujet. Ce sont ces élèves de seconde à qui on a demandé de faire un stage en entreprise. Ça a été annoncé en septembre 2023. Et c'est un stage qui a été mis en place pour éviter que les élèves ne partent en vacances avant l'heure. Le hic, c'est que les entreprises, elles sont pas preneuses, quoi. Et on est tous confrontés à des demandes de stage. Nous, on en prend à Sud Radio régulièrement. J'imagine que les uns et les autres aussi. Sauf que 25% des élèves de seconde ont trouvé un stage à 3 semaines de la date butoir. Là aussi, contribuable associé a sûrement des choses à dire, Benoît Perrin. Alors, d'abord, c'est une excellente idée. Je pense que tout ce qui rapproche les élèves du monde de l'entreprise, du monde du travail, doit être vraiment valorisé, doit être promu. Donc déjà, c'est une bonne idée. 2, c'est la première année, donc on se doute bien que forcément, les parents n'ont pas forcément anticipé, les chefs d'établissement n'ont pas anticipé. Je vois que le gouvernement a mis en place une plateforme qui était censée réunir à peu près 200 000 offres d'emploi, de stage, et que c'est un petit fiasco, parce que pour l'instant, les entreprises n'ont pas beaucoup déposé d'offres. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois que c'est au monde de l'entreprise, pour le coup, de se mobiliser vraiment pour accueillir le maximum d'élèves. C'est un stage de 2 semaines. Alors c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que pour une entreprise, recevoir un stagiaire, c'est quand même du travail. Alors évidemment, on peut le poser dans un bureau en lui laissant tranquillement surfer sur Internet pendant 15 jours, mais les entreprises qui veulent vraiment et qui ont envie s'impliquent, c'est quand même du travail. Et puis c'est des mineurs, ce sont des mineurs. C'est du temps, ce sont des mineurs. Évidemment, la productivité par définition, elle est quasi nulle, mais vous allez me dire évidemment, puisque les jeunes ne sont pas là pour ça. C'est quand même un effort de la part de l'entreprise que de recevoir un stagiaire. Néanmoins, je crois que c'est vraiment que les entreprises de manière globale, effectivement, doivent se mobiliser.
pour accueillir des stagiaires. J'en profite pour faire un appel. Si des jeunes veulent postuler à contribuable associé, qu'ils n'hésitent pas. On sera ravis d'accueillir des stagiaires, comme on accueille de manière régulière. Et dernier point, il y a peut-être un élément d'explication sur le problème qu'ont certains jeunes à trouver un stage. C'est peut-être qu'à l'école, on leur apprend peut-être pas les us et coutumes pour rédiger un CV, pour écrire une lettre de motivation. Et je vous dis ça parce que je reçois souvent des lettres de motivation et des CV qui sont truffés de fautes, qui sont mal structurés. Et je trouve que, comme on dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, le fait d'être en mesure de postuler proprement à une entreprise, c'est quelque chose c'est une compétence qu'on devrait apprendre à l'école. Avec ChatGPT, ça va se régler. Mais ChatGPT, il faut savoir, c'est comme les ordi, il faut savoir s'en servir. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'aptitude, et c'est pas nouveau, de ces secondes, c'est peut-être un peu jeune, mais même des étudiants post-bac, à être aptes à travailler, à être concret dans une entreprise. François Mamboise, c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, c'est une très bonne idée. Il faut faire en sorte que ça se passe. Je pense qu'il faudrait aider les entreprises en les sécurisant sur ce qu'elles peuvent faire ou pas faire aussi. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, la fameuse histoire du gamin qui était monté sur une échelle et on a dit qu'il fallait pas qu'il monte sur une échelle parce qu'il avait que 16 ans. Les entreprises savent pas trop ce qu'on peut faire pour les stagiaires et le risque, c'est effectivement, comme vous le disiez, qu'on les mette dans un bureau, surtout que tu bouges pas, tu restes sur Internet, on s'occupe pas de toi. Donc, il faudrait dire clairement aux entreprises qu'est-ce que vous pouvez faire à un stagiaire qui a 15 ans, qui est jeune, qu'est-ce que vous pouvez pas lui faire. Mais il faut encourager, les jeunes à mettre un pas dans l'entreprise. Bah oui, mais ou dans des bureaux, dans l'administration d'ailleurs. Il n'y a pas que les entreprises. Je pense ça va trouver sa place. Parce que de toute façon, là encore, on est d'accord, il y a tellement peu de culture économique dans ce pays et tellement peu d'enseignement de ce qu'est l'entreprise et tellement de défiance, parfois aussi qui se transmet par voie éducative ou ailleurs, qu'à un moment donné, créer des passerelles pour... Et c'est vieux, le MEDEF le fait depuis très longtemps, il y a énormément de choses qui sont dans les tuyaux de ce point, mais c'est pas suffisant. Voilà, alors là, ça permet de boucher un problème d'agenda qui est effectivement un peu patent depuis quelques ans, en disant en juin, ils font plus rien parce que les profs font autre chose. Voilà, c'est une très bonne initiative en tant que telle. Là, je crois qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage sur la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a eu tous les effets d'annonce, la communication politique, le déclaratif, et puis après derrière, comment on fait. Et je crois que le décret qui permettait de déterminer la manière dont tout ça allait s'appliquer est sorti fin mars. Donc ça laisse finalement très peu de temps aux académies, aux rectorats, aux établissements, et puis après de communiquer vis-à-vis des boîtes pour dire bon, il y a un sujet, voilà, et il y en a quand même 500 000 entre guillemets à placer. Donc on parle pas d'une petite classe d'âge, on parle de 500 000 personnes. Il nous reste 3 semaines, on est à la radio, donc lançons un appel à tous nos chefs d'entreprise, à nos agriculteurs, à nos commerçants, à nos artisans. Dans le public aussi. Moi, ma suppléante Galvalin, maire d'Argelès, prend un stagiaire. Moi-même, je prends un stagiaire. Je lance un appel aux entreprises pour qu'ils poussent les portes de leur lycée d'antan et qu'ils aillent les chercher. Voilà, parce que c'est pas toujours facile. Effectivement, tout le monde n'a pas le réseau. C'est une première année, on va dire que c'est un rodage, mais l'idée est excellente parce qu'on apprend toujours. Il n'y a pas de mauvais stage. C'est ça, moi, le message que je veux dire aujourd'hui. Vous savez que le Premier ministre, il nous racontait hier après-midi où il avait fait son stage de 3e. Il l'a fait à la boutique à la Samaritaine au rayon lingerie. Mais il a appris à dire bonjour, arriver à l'heure, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais stage, le plus tôt possible, et je souscris ce que vous avez dit sur le CV. Le CV, c'est j'affirme qui je suis, ensuite je le démontre par mon expérience pro, je mets en avant la formation, mais on cible un CV par demande de stage. Donc, faites confiance à nos jeunes, c'est un petit investissement sur l'avenir, mais je pense qu'il faut que tous on s'y mette pour faire un petit effort pour cette première édition. Et il y a peut-être un sujet également sur le fait que peut-être faudrait que ça rentre dans le cursus. C'est-à-dire que pour le coup, a priori, si j'ai bien compris, il n'y a pas véritablement d'évaluation, de notation, voire même de sanction si le stage n'est pas fait, parce que c'était peut-être un petit peu court. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que ça fasse partie du projet scolaire et de dire, et il faut qu'il y ait un retour et une note, le cas échéant. Peut-être rassurer les parents, si jamais les lycéens ne trouvaient pas de stage, ils seront bien sûr accueillis dans les établissements scolaires. Mais bon, il nous reste 3 semaines, gageons qu'on y arrive. Non, mais je pense qu'il faut aussi responsabiliser les parents et leur dire aussi en début d'année, voilà, votre fils devra faire un stage, votre fille en fin d'année, merci de vous en occuper. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout attendre de l'État. Mais les parents sont responsables. Mais c'est parti trop tard. Et devraient, les parents, les entreprises, les professeurs, les modalités aussi. Tout le monde va s'y mettre. Il ne faut pas tout attendre de la puissance publique. On est aussi des gens responsables et je crois que quand on a des enfants, on doit aussi vraiment s'en occuper. Après, si on leur apprenait à lire, à écrire, ce serait pas mal aussi, non? On en revient au sujet du CV, de la lettre de motivation. Oui, c'est ça. Qui traduit vraiment, malheureusement, un niveau qui a tendance largement à baisser. Il y a un niveau qui tend à baisser, lire, écrire, compter, mais la compréhension aussi. La compréhension, c'est parfois complètement... Je peux vous raconter une anecdote pour sourire. J'ai eu une amie qui, dans un bureau, demande à une de ses stagiaires de mettre les adresses sur des enveloppes pour envoyer des chèques.
Au bout d'un moment, la fille lui dit j'ai fini. Donc elle lui dit fais voir. Elle regarde une enveloppe, 2 enveloppes, 3 enveloppes. Et puis il y a les adresses, mais il n'y a pas les noms. Puis elle lui dit mais enfin vous m'avez demandé de mettre les adresses. Il lui dit oui mais enfin tu reçois des lettres chez toi. Il y a ton nom, il y a ton adresse. Comment il va faire le facteur? Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Ça c'est quelqu'un qui est bac plus 4. Et des exemples comme ça, je crois que je pourrais en faire un livre entier d'incompréhension, de logique. Ah oui, j'y avais pas pensé. J'ai eu le cas concret d'un stagiaire au bureau qui a, pareil, bac plus 3 ou 4, qui était même pas capable d'écrire correctement l'adresse sur l'enveloppe. C'est-à-dire à la main, de mettre le nom, le prénom, en dessous la rue, en dessous la ville. Ça ressemblait à rien. Et je crois qu'il y avait un peu là, enfin, c'était pas du tout aligné, c'était un peu en vrac. C'est une création artistique très sympathique, mais absolument pas adaptée pour effectivement l'envoi du courrier par la poste. Ce qui me frappe aussi, c'est pour les entretiens. Alors, quand vous passez le stade du CV bien écrit, de la lettre de motivation bien écrite, normalement, vous recevez le candidat comme un entretien. Et je suis frappé aussi par le manque de préparation des candidats aux entretiens. C'est-à-dire, ils connaissent pas la structure pour laquelle vous travaillez, ils connaissent pas les us et coutumes, ils ne prennent pas de notes, ils n'ont pas de questions sur le stage ou sur l'emploi qu'ils sont susceptibles d'occuper. Voilà, il y a la responsabilité des entreprises, mais il y a aussi la responsabilité des candidats. Moi, j'ai des stagiaires en ce moment. Les jeunes quand même sont plutôt hyper motivés. Là, on est sur des post-bac, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir, ils comptent pas les heures. Moi, je les amène avec moi le week-end aussi, ils sont là. Donc, franchement, faites confiance à nos jeunes. J'ai envie de dire, soyons positifs là-dessus. C'est de la langue de bois. Non, c'est pas langue de bois parce que j'ai l'exemple concret. J'ai l'exemple concret. J'étais à l'abattoir lundi. La stagiaire qui est avec moi, elle y a été. Bon, non, franchement, les jeunes, il faut pas être si. Ça fait vieux con de dire ça, que les jeunes ne veulent plus bosser. Vous parlez avec des patrons, c'est pas qu'ils veulent plus bosser. Attendez, je peux vous lire une conversation d'une jeune femme que je connais très bien qui a fait poster une annonce. La personne lui dit mais j'ai des cours en même temps et machin. Est-ce que c'est un emploi à plein temps? Elle répond oui, c'est un emploi à plein temps. Et il fait et c'est bien payé. Oui. Mais même dans la forme, le rapport au travail a un peu changé. Ça c'est pas faux. Je pense que je vais en faire un livre. Mais et Christine Bouillot me dit n'oublions pas que les élèves de 3e cherchent aussi des stages, les secteurs aussi. Il y a embouteillage pour les entreprises. C'est toute la question de la reconquête du mois de juin que l'éducation nationale tente de résoudre depuis 20 ans. Secteur tout à fait vrai. pro. Il y a aussi les stagiaires de 3e. Absolument. Le stage de fin de collège. Et oui. Allez voir dans les fermes. C'est en bouteille. C'est intéressant. Parce qu'on a un enjeu de renouvellement des générations. Et il faut faire découvrir, c'est ce qu'on a souhaité là dans le projet de loi agricole. Mais là, c'est une belle occasion. Voilà. Là, il y a du travail dans nos fermes. C'est une bonne idée, vous serez au Grand Air. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour commenter une actualité qui, j'espère, sera un petit peu plus calme. Merci à vous. Et tout de suite, c'est André Berkov. Très bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.